Dans le cadre des journées portes ouvertes du réseau Twiza, je me suis rendu à l'éco-hameau du Bois de Brindy, au Canet des Maures. Alors là, j'ai rencontré vraiment un tas de gens qui sont venus pour cet événement et ils ont tous écouté avec des yeux, mais vraiment béats Bernard, un grand jeune homme de 79 ans. Alors, il nous explique aussi un petit peu l'évolution. On a eu une première phase dans les travaux qui a constitué à faire une première partie d'immeuble de 5 bâtiments. Et là, ce sont que des jeunes hommes entre 60 et 79 ans qui sont les propriétaires. Et quand je dis jeunes hommes, des jeunes dames aussi, bien entendu. Et la deuxième phase de construction, c'était plutôt destiné à des plus jeunes couples qui peut-être un peu moins de temps et qui avaient décidé de passer par un entrepreneur, ici en l'occurrence Franck, que nous verrons juste après dans la deuxième partie. Et cette partie de construction, lui, en fait, il s'est occupé de faire ce qu'on appellera le hors de hors d'air. Et puis après, ce sont les gens, en fait, qui vont commencer à faire eux-mêmes les parachèvements. Et puis, il restera une troisième phase avec 5 nouvelles maisons. Donc, si jamais le projet vous intéresse, on en parlera à la fin. Je vous laisserai évidemment les coordonnées. Petit retour en arrière sur les travaux de la première phase. Donc ici, on voit les 5 premières maisons qu'ils ont construites. Donc elles sont construites côte à côte, ce qui permet évidemment de limiter le nombre de murs. Et chaque mur d'un côté va isoler le mur de l'autre côté. Et au niveau constructif, ils ont fait quelque chose d'un peu particulier. En fait, sur la façade arrière, c'est une rangée comme une double serre. C'est comme si vous aviez une genre de véranda double vitrage. Et ça va permettre de réguler la chaleur. Alors évidemment, en été, pour éviter qu'il y ait trop de chaleur qui rentre dans le bâtiment, il y aura une casquette avec des lames. Alors ces lames ont été orientées de façon à ce que le soleil ne rentre pas trop en été. Par contre, effectivement, en hiver, il faut absolument qu'il puisse chauffer cette serre. Une fois que le soleil sera rentré dans la serre, le premier mur de séparation, la partie inférieure, sera mis avec des pierres. Et sur ces pierres, il y aura un vitrage qui va venir le recouvrir. Alors, quelle est la fonction de ça? C'est tout simplement qu'en hiver, quand le soleil rentrera dans la véranda, il viendra chauffer ce vitrage. Donc, fatalement, la chaleur passant au travers du vitrage va chauffer le mur et va permettre par communication avec l'intérieur de chauffer l'intérieur du bâtiment. Et ça, c'est un chauffage génial parce qu'il coûte en énergie 0 €. Et pour l'été, vous me direz, ben là, c'est exactement l'effet inverse. Donc, pour libérer l'air chaud qui s'est accumulé dans cette serre, ben là, il y aura des trappes d'ouverture dans les plafonds qui permettra de faire évacuer cet air vers l'extérieur. Après, vous verrez que dans les systèmes de fondation, ils ont même prévu encore une particularité au niveau de la chape, mais on en parlera un peu plus tard. Environ entre 2002, 2003, voire 2004 € le mètre carré. 1 mètre carré. Vous imaginez une maison de 150 mètres carrés. Ou les millions, là, ça va. Hein, les euros, ça monte. Hein, d'accord. Donc, voilà. Alors, moi, j'ai tout fait. Tout. À combien me revient ma maison? Une idée. Allez, des prix. Donnez-moi une idée. Au mètre carré, du coup. Au mètre carré, hein. Au mètre carré. Allez, donnez les chiffres, c'est pas grave. Combien? 1000? Oui. Ouais, moi je pense que c'est justement pas si rentable que ça, mais par expérience de maison construite par mon père, qui faisait tout seul, ça a un revenu quand même cher parce que le matériau augmente et tout de manière générale. Oui, d'accord. Mais ça fait rien, mais quand même. Et alors le chiffre? 1500. 1500. C'est faux, c'est pas 1500. Combien? Là-bas, 1500. 1700, 1500. Eh bien, écoutez, ça me revient à moins de 600 €. Oh là là. Les prix sont bien entendu avant le Covid, donc avant les augmentations qu'il y a eu de prix. Ouais, mais il y a une ossature en bois. Alors, il y a une ossature en bois. Ah ben oui. Oui, d'accord. Mais Obligatoire. on n'était pas là tout au début. Ah oui, pardon. Voilà. Excuse. Donc, ossature bois, Ouais. hein, il y a des bois qui font 5 sur 15. Ouais. D'accord, ossature de base au-dessus. Et on a des montants tous les 50-55 cm à peu près. D'accord. Ouais. Et entre ces montants, on a 15 cm de mélange de terre et de paille. Je vous montrerai sous le chantier. Terre-paille. C'est séché? Comment? Vous laissez sécher? Ah oui, oui. Non. Dès que c'est fait, on défait, on remonte le panneau et on recommence, on continue. Par contre, il faut pas que ce soit trop mouillé. Il faut que ce soit mouillé pour pouvoir le tasser, mais pas. Au plus on a de hauteur et de largeur entre montants, au plus on va avoir une embase importante. Oui. Après, comme je dis, c'est une question de logique, mais je comprends aussi que tout le monde n'a pas aussi
au premier abord cette logique. Hein. Et on voit bien la difficulté pour le dernier panneau, quoi. Alors pour le dernier panneau, forcément, comme on ne peut plus tasser, et on est obligé d'y aller avec. C'est ce qu'on faisait avant pour les planchers. C'est-à-dire qu'on met 2 morceaux de bois comme ça pour pouvoir venir enchasser le petit morceau de bois. Ce petit morceau de bois, on fait notre mélange terre-paille, on roule son mélange terre-paille, on forme pour faire une belle quenouille, donc un gros boudin, quoi, en fait, il roule autour du mur. Et puis après, on vient par le haut, on laisse un petit creux, on vient enchasser en fait notre quenouille, voilà, qui aura, normalement, on l'a fait de l'épaisseur du tasseau. Alors, entre les 2 bâtiments, ils ont mis un vide de 10 cm et ce vide sera rempli avec de la balle de riz. Alors, si vous comptez bien, vous avez 15 cm de chaque côté plus ces 10 cm de vide, ça fait 40 cm parce que comme les maisons, je ne sais pas si vous avez remarqué, elles sont toutes décalées de plus ou moins 1,50 m, et bien à ce moment-là, il va falloir là qu'il y ait une isolation totale. Et le ballon de paille faisant 40 cm, on les a retrouvés. Donc on a plus besoin d'avoir un apport en inertie que l'inverse, que de l'isolation. Donc une dalle en béton, c'est pas un mauvais système. Voilà. Ensuite, il faut savoir qu'on a quand même dans cette dalle en béton, par contre, on a pris la décision de ne pas mettre de polystyrène, donc déourdi en ciment et non pas déourdi en polystyrène. Donc on n'a pas d'isolation de la entre en OSB. Là, après c'est toujours pareil, au niveau du client, c'est une question de coût. Et si c'est en béton, vous n'avez pas d'humidité qui remonte Non. Parce que le polystyrène, ça fait quand même un isolant par rapport au sol. Oui. Mais là, il n'y en a pas. Non, alors là, il n'y en a pas. Alors c'est pareil, là, on arrive au système de ventilation. Nous, on a des vides sanitaires. Ces vides sanitaires, il y a deux petites buses comme ça à l'entrée, 2 petites buses à la sortie. Alors il faut savoir que eux, par exemple à côté, ils ont laissé ouvert quasiment sur toute la longueur et devant et derrière. Alors il faut savoir que dans un vide sanitaire, ce qui fait que la ventilation se fait par différence de pression. Donc en fait, au plus vous avez une ouverture qui est grande, au moins vous avez de différence de pression. Donc au moins votre air il est pulsé. Donc au plus il va stagner à l'intérieur. Au plus vous faites des petites ouvertures. Ça, c'est les ouvertures réglementaires par le DTU. Alors pourquoi elles sont si petites? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, ça suffisait pour faire une différence de pression et pour chasser l'air en fait qui se trouve. C'est du sang. Ouais. Il y a la même chose de l'autre côté. Et il y a la même chose de l'autre côté. Il y a 2 entrées et 2 sorties. Pas sur les côtés. Et pas sur les côtés, d'accord. Non. Qu'ils aménagent l'extérieur, de faire des remontées pour qu'on puisse l'été mettre des bouchons dessus et avoir la même canalisation. Là, je leur ai fait faire des ouvertures en fait. C'est-à-dire que là, en fait, si vous voulez, il y a 2 ouvertures, une de chaque côté. C'est-à-dire que j'ai demandé au maçon qu'il enlève un ourdi en fait de chaque côté de la maison. Dans ces ourdis, en fait, on va passer pareil 2 tuyaux de sang. Qui va rester en fait ici et un qui va monter à l'étage. L'avantage de ce truc-là, c'est que l'été, si vous voulez, on met des bouchons ici à l'extérieur, ce qui fait que l'air va par ici. Donc cet air va vous rafraîchir l'intérieur. Et l'hiver, on fait l'inverse. On enlève les bouchons et on les met sur celle-là. Et on ventile là où il y a l'humidité. Quand les périodes humides, on ventile en fait notre vide sanitaire pour enlever l'humidité. Parce qu'en autoconstruction, c'est la solution qui est la plus facile. Moi, en tant que constructeur, le grême n'est pas encore tamponné, validé par les assurances, donc je n'ai pas le droit de l'utiliser. Mais c'est pas non plus, je veux dire, on dit toujours que le grêpe c'est une façon plus facile. C'est pas une façon très compliquée de faire de l'ossature et de venir enchasser ses bottes de paille. Ces bottes de paille, on a différentes façons de les enchasser. On peut les mettre soit côté extérieur, soit côté intérieur, soit au milieu. Ça dépend de ce qu'on veut enduire, ce qu'on veut pas enduire. Moi, j'ai pris la décision avec l'accord après discussion avec les futurs propriétaires, de les mettre complètement sur l'extérieur, parce qu'il y en a certains qui, leur mur en paille, le côté paille intérieur, ne vont pas enduire en terre.
Ils vont mettre du gypso pour aller plus vite, enfin j'en sais rien, mais bon, ils vont mettre du gypso. Ce qui est fort dommage, mais bon, c'est comme ça. C'est quoi le gypso? Le gypso, c'est comment ça s'appelle? C'est Gypsolium. du gypsoléum. Oui, c'est un peu, ça se présente un peu comme une plaque de plâtre, mais avec de la poudre de gypse dedans. Alors en fait, il y a une fausse information qui dit que c'est plus écologique que le BA13, ce qui n'est pas forcément vrai, parce que le temps de cuisson est le même, la température de cuisson est la même. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas tous ces adjuvants qu'on peut trouver dans le BA13 et qui peuvent à la longue, ou pour les gens qui sont sensibles à certaines molécules, voilà, il n'y a pas ça dans le gypso. Il y a du papier quand même sur le BA13, donc ça migre pas. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça peut pas, ça reste inerte, non? C'est un produit complètement inerte. Oui. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas de respiration. Ce qui est aussi la différence avec le gypsoléum. Alors gypsoléum, c'est le nom du truc. Un Pharmacel, c'est une marque qui fabrique du gypsoléum. C'est pour ça qu'on dit toujours Pharmacel, mais non, Pharmacel c'est une marque. C'est un peu comme Frigidaire. Donc ensuite, pour une maison, quand on construit une maison, il y a deux choses à laquelle il faut penser, qui est vraiment primordiale. C'est la descente de charge. C'est-à-dire que le poids se répartisse bien et redescende bien, et le contreventement. Le contreventement, ça évite que votre maison elle fasse ça ou elle fasse ça. Ce qui n'est pas anodin, parce que sur une structure en ossature bois, si là j'enlève tous mes feuillards, parce que moi j'ai utilisé du feuillard pour contreventer en croix de Saint-André, si j'enlève tous mes feuillards et qu'on vient se voir, qu'on se donne rendez-vous ici un jour où il y a des rafales de vent à 90 km/h, il y a de fortes chances que toutes mes maisons elles fassent ça. Elles s'écroulent. Donc le contreventement, c'est quelque chose de très important. Dans une maison à agglo, c'est l'agglo lui-même qui fait contreventement. Dans les maisons d'ossature bois, la facilité, c'est de mettre des dalles OSB. Alors pas des panneaux, c'est des dalles contreventées. Alors la différence entre un panneau et une dalle, non, c'est pas l'épaisseur. La différence, c'est que la dalle, elle a des rayures et des languettes, donc elle s'encastre l'une dans l'autre. Alors que le panneau, il se met l'un sur l'autre. Mais ça contrevente pas. Enfin, c'est pas considéré comme du contreventement. Et après, il y a l'épaisseur, c'est 18 mm pour le contreventement, qui est une recommandation du DTU. Parce qu'encore une fois, le DTU, c'est des recommandations, ce ne sont pas des obligations. Mais comme les assurances se basent sur les DTU, donc ça devient une obligation pour le constructeur, de facto. Dans la description de la vidéo, vous retrouverez évidemment les coordonnées de Bernard et de toute son équipe. Je vous assure que si vous passez par là, frappez à la porte de l'un de ses acolytes et vous serez en tout cas les bienvenus chez eux. Ils se feront avec plaisir vous faire visiter le chantier. Si en plus vous voulez y participer et en tout cas mettre un petit peu la main dans le cambouis, comme on dit, eh bien, je vous assure, vous allez vous éclater, vous allez faire des connaissances avec des gens, avec des techniques, et puis encadré par une équipe de jeunes hommes, notamment avec Bernard, d'un petit 79 ans. Chut. D'un autre côté, si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce levé, ça fait plaisir. Vous abonner, c'est pas plus mal. Actionnez les notifications tout simplement pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à tout bientôt.